Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychologie de Comptoir spécial Saint-Valentin. Bon, comme vous le savez, la romance est la clé de mon contenu. C'est le cœur de ce que je crée, de ce que j'aime regarder et aussi de ce que j'aime analyser. C'est un genre qui a toujours su me faire vibrer et rares sont les films de romance qui n'ont pas su conquérir mon cœur. Officiellement, je n'ai pas sorti d'épisode de Saint-Valentin car je n'en ai jamais eu l'occasion. Soit je découvrais des œuvres trop tard ou trop tôt, donc je faisais des épisodes classiques ou des mini-épisodes, soit cela n'entrait pas dans les formats de Psychologie de Comptoir, soit je gardais l'épisode au chaud pour une nouvelle saison. Wink wink. Il y a quelques mois cependant, une occasion s'est présentée pour écrire un épisode de Saint-Valentin digne de ce nom. Comme vous le savez maintenant si vous me suivez sur les réseaux sociaux, double wink wink, je suis régulièrement sur la chaîne de Guillaume fait son cinéma le dimanche soir. À cette occasion, nous avons fait une rétrospective de la carrière de Clint Eastwood, l'acteur préféré de ma mère, et c'était l'occasion de découvrir un film qu'elle apprécie tout particulièrement de lui, Sur la route de Madison. Et immédiatement l'inspiration m'est venue et je me devais de partager cette analyse avec vous. Comme je l'avais dit dans mon épisode sur les triangles amoureux, un grand axe de la romance tourne autour du choix cornélien que doit faire le personnage central, souvent entre deux individus. Le triangle amoureux, le personnage a le choix entre le bon choix, une sécurité pour lui, et de l'autre le mauvais choix, qui est un choix plus aventureux, moins stable. Cependant, le choix de la sécurité n'est pas forcément le choix de l'amour. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons aborder dans cette construction que j'aime appeler un amour d'été. Mais avant toute chose, présentons notre œuvre du jour. Sur la route de Madison est un film réalisé par Clint Eastwood en 1992 et racontant l'histoire de la route de Madison dans l'Iowa. Quoi? On peut même plus rigoler ici? Racontant l'histoire de Francesca Johnson à travers les yeux de ses enfants qui lisent ses journaux intimes après son décès. Ces journaux retracent une période de sa vie où, à l'époque mère de deux adolescents partis en voyage avec leur père, elle rencontre le photographe Robert Kincaid qui est à la recherche du pont Roseman. Elle décide de l'accompagner sans savoir que cet événement va bouleverser sa vie. Pour établir ce genre de fiction, nous avons besoin de deux personnages distincts mais construits toujours de la même manière, peu importe où va la fiction. D'un côté, on a le personnage dit courtisé coincé dans une routine monotone qui ne le passionne plus, et de l'autre débarque le nouveau venu, quelqu'un de différent dans le paysage du courtisé et qui ne le traitera pas pour le rôle qu'il se donne, mais comme la personne que le courtisé est au-delà de ce rôle. Francesca est une mère de famille, sa vie y est dédiée. S'occuper des enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de la maison, c'est une vie de mère au foyer, la seule qu'elle ait connue. Commençant à mettre en doute son bonheur au sein de cette monotonie, arrive Robert Kincaid. Robert, c'est un photographe pour National Geographic. Il voyage, il ne pose jamais un pied à terre, il est toujours dans la quête d'une prochaine aventure. C'est quelque chose de nouveau dans le paysage de ce petit village de campagne américain où tout le monde se connaît. Robert va s'intéresser à Francesca d'une manière que personne ne l'avait fait depuis des années, pas même son mari. Il va lui parler de sa vie incroyable à travers le monde, il va la faire se sentir belle et surtout, il va l'éloigner petit à petit de sa vie de femme au foyer et, en conséquence, elle va tomber amoureuse de lui. Cependant, le bonheur ne peut pas durer. Francesca est toujours mariée et a des responsabilités envers sa famille qui revient dans 4 jours. Et malgré le fait qu'elle a le choix, qu'elle peut décider de tout larguer pour suivre Robert dans ses aventures, de choisir l'amour, elle décidera de le laisser partir. Alors que son mari est de retour, le couple se retrouve derrière la voiture du photographe. À cet instant, Robert laisse une dernière chance à Francesca de le suivre, mais malgré son envie, Francesca va rester dans la voiture et continuer sa vie. Comme je le disais précédemment, l'importance de construire les deux personnages au centre de la fiction est essentielle pour la bonne, ou la mauvaise, ça dépend de votre point de vue, conclusion de l'histoire. D'un côté, on a besoin de la personne qui va pousser les personnages à vivre bien plus que ce que leur relation aurait dû être. Ce personnage, ici Francesca, est dans une routine ennuyeuse qui va la pousser à chercher plus que ce qu'elle vit, et le nouveau, Robert, va apporter cette possibilité avec lui. Vu qu'elle n'a aucune responsabilité à son égard, elle peut se permettre de se montrer comme elle est, ou du moins comme elle aimerait être si sa famille n'était pas là. Ils se retrouvent alors dans une bulle hors du temps où les responsabilités disparaissent, où la réalité change et où ils sont des versions pures d'eux-mêmes. Cet amour qui naît entre eux a deux origines. D'un côté, Robert tombe amoureux de la nature même de Francesca, ce qui la fait sourire et le potentiel qu'ils peuvent vivre, tandis que de l'autre, elle tombe amoureuse de lui car avec lui, elle peut être elle-même, détachée de son rôle et libre. Cependant, cette bulle n'est que temporaire et tôt ou tard, elle va se percer. C'est pour cela que les personnages vivent un maximum de choses tant qu'ils le peuvent. En fonction des films, cette durée varie, mais dans tous les cas, on y perd la notion du temps.
Une journée, 4, une année entière peut s'écouler mais donner l'impression qu'ils ont vécu une vie entière ensemble. Cela passe par un lien fusionnel au-delà des mots qu'ils développent, mais aussi de nombreuses expériences et révélations qu'ils vivent sur une très courte durée. Ce qui fait que les personnages courtisés peuvent se permettre d'être naturels sans filtre avec les nouveaux venus, c'est que cette bulle n'a aucune conséquence. Comme The Map of Tiny Perfect Things, où les personnages sont protégés des conséquences par la boucle temporelle, ce qu'ils font durant ce moment qui n'appartient qu'à eux semble sans importance, un moyen d'enfin exprimer leur véritable nature sans se soucier de leur famille, de leurs amis ou de leurs responsabilités, notamment en termes de carrière. Durant cette période, le courtisé va se laisser aller et va se reposer sur le côté aventureux du nouveau venu qui vit au jour le jour sans se soucier de ce qui va arriver. Durant ce laps de temps plus ou moins court, Francesca comme les autres personnages comme elle vont vivre un rêve éveillé, ce qu'ils rêvent de vivre depuis des années sans oser le faire. Vu que le nouveau venu est... le nouveau, il ne va pas tenter de l'empêcher de vivre sa vie car les responsabilités. Il se prête lui-même au jeu et va pousser le courtisé à se libérer, à faire des choses, à sortir de sa zone de confort. Le problème c'est que le personnage qu'on pense libérer des conséquences ne l'est pas et bien évidemment, même en sachant que la personne avec qui il passe de super moments a des responsabilités qui les empêcheront d'être ensemble, il ne pourra pas s'empêcher de tomber amoureux. Le nouveau venu ignore sciemment les responsabilités du courtisé qu'il connaît et profite un maximum de sa présence, d'où les sentiments à son égard. C'est un éternel espoir que malgré tout, c'est eux qui seront choisis au moment de la date butoir. Mais lorsqu'elle arrive, lorsque la bulle est sur le point de se percer, les courtisés vont se ramener brusquement à la réalité. Demain, ils devront retourner à leur vie et ne pourront pas y échapper. Ils ne peuvent pas s'en aller, ils ne peuvent pas fuir leur vie, leur famille, leur travail. C'est eux qui mettent fin à la relation, mais c'est aussi le nouveau qui décide de respecter leur choix et de partir, conscients qu'ils ne peuvent pas garder ce rêve éveillé éternellement. Dû à des responsabilités et une pression sociale, ils ne peuvent pas continuer cette relation. Comme je l'ai dit précédemment, la bulle a une durée limitée, souvent indiquée au début du film, et lorsque les personnages doivent faire face à la fin de cet écart, ils doivent faire un choix, sacrifier leur vie actuelle pour une aventure ou être responsables et reprendre leur vie. Si j'ai utilisé le terme amour d'été, c'est bien évidemment pour cette raison. Il y a cette citation dont je n'arrive pas à me souvenir de l'origine, mais qui m'a pourtant marqué. Ça donnait quelque chose dans ce style. Une maison de vacances n'est plus une maison de vacances si on y vit toute l'année. Il faut rentrer chez soi pour qu'elle reste une maison de vacances. Et ici, c'est un peu la même situation. Cet amour temporaire bien qu'intense ne peut pas durer car il est par essence temporaire. Cette vie d'aventure est instable, éphémère et d'une certaine manière, les deux le savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre cette bulle parfaite éternellement, qu'il faut quitter les vacances pour rentrer à la maison. Le cœur de la romance, à mes yeux, est de faire vivre un rêve éveillé au personnage, une histoire que tout le monde voudrait vivre, faite de liberté, de vent dans les cheveux et de rire. Ici, on a un aspect très réaliste où les personnages doivent répondre à des obligations qu'ils ne peuvent pas fuir. Francesca ne peut pas quitter sa famille et ses enfants encore adolescents. Anne ne peut pas quitter son rôle de princesse. Mia ne peut pas refuser le rôle d'une vie. Et ça, c'est plutôt réaliste. Et c'est peut-être pour ça que les gens n'aiment pas la fin de How I Met Your Mother. Peut-être que les âmes sœurs ne sont pas faites pour se retrouver. Parfois, la vie est faite de sorte à ce que des âmes soient séparées par la vie, par la réalité, par les putains de responsabilités. Faites un compteur de ce mot chez vous. Mais bien entendu, on ne peut pas clôturer l'histoire comme ça. On ne peut pas juste séparer deux âmes vouées à être ensemble mais qui ne peuvent pas car mauvais endroit, mauvais moment. Alors on vous met une fin larmoyante en prime. Durant ce final, les deux personnages se retrouvent une dernière fois. Ces retrouvailles se font avec une certaine distance où le personnage courtisé revoit le nouveau venu une dernière fois. Ce moment chargé en émotions est un dernier rappel de la bulle, de tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils pourraient ou auraient pu vivre si le personnage courtisé avait décidé de tout plaquer. Comme une conclusion définitive de cette romance, il y a un échange de regards empli de tristesse, d'amour, mais certifié d'une promesse que ce souvenir intense les suivra toute leur vie. Et même s'ils ne peuvent pas se voir, le temps que Robert prend pour redémarrer sa voiture et reprendre la route a cette même intensité, comme un dernier regard qui lui propose encore une fois de fuir la réalité. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis vraiment accro à ces romances dramatiques qui ramènent à la réalité. Ce que j'aime avec ces fictions, c'est qu'elles proposent au personnage courtisé une pause dans sa vie monotone, une chance d'oser, de faire des choses qu'il n'aurait jamais osé faire à cause de ses responsabilités. La romance est intense, sincère et les deux amants se comprennent. C'est la rencontre de deux âmes faites pour être ensemble mais que la réalité sépare. Il y a un côté réaliste bien que triste et leur construction très terre à terre m'a donné envie de partager mon point de vue avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ce dimanche, on se retrouve chez Guillaume fait son cinéma pour plus de romances, donc n'hésitez pas à passer pour rester dans le mood. Sinon, on se retrouve fin février pour une surprise. D'ici là, je vous souhaite un bon mois de février, évidemment. Ciao, bye bye! Come on and get yourself a table or sit at